vous allez bien et aujourd'hui, on va parler d'un classique, qui m'a un peu laissé sans voix, quoi et je dirais qu'il m'a laissé avec beaucoup trop de choses à dire en même temps. Aujourd'hui, on va parler de La Métamorphose de Franz Kafka. J'espère que je le prononce bien. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce livre? Ça va être l'histoire complètement absurde d'un homme qui se réveille un matin transformé en insecte. Voilà, en espèce de grosse blatte, un gros cafard quoi, rien que ça. Et derrière ce point de départ, clairement improbable, en fait Kafka, il va nous balancer à la figure des thèmes comme, par exemple, la pression du travail, le rejet familial, la question de la valeur quand on n'est plus utile aux autres et ce que ça veut dire en fait d'être encore aimé, que ce soit, finalement, j'ai envie de dire même amoureusement, même si là on va graviter autour de la famille, je pense que ça se tient aussi, de ce côté-là, amicalement, familialement, amoureusement. Voilà. Alors, c'est un livre très court, mais je vous garantis qu'il est intense. On en ressort forcément en ayant appris quelque chose, selon moi. Personnellement, il m'a fait passer du malaise, je dirais, au rire nerveux. Mais vous voyez le rire nerveux où j'allais dire on entend, mais on lit quelque chose et on se dit non, mais non, le culot! Et aussi, il m'a fait passer par des réflexions hyper profondes au final. Donc installez-vous, prenez un petit truc à boire, à manger. On va parler de la métamorphose de Kafka, qui est un classique. Alors, dès les premières pages, on est dans l'absurde, comme je vous ai dit. Ce gars se réveille transformé en blatte géante. Et la première chose à laquelle il pense, c'est oh non, je vais être en retard au boulot. J'ai essayé de vous faire de l'acting, d'accord? Voilà, la première chose à laquelle il pense, c'est je vais être en retard au boulot. Le mec est une blatte, mais il se dit qu'il va être en retard au taf, c'est incroyable. Et là, franchement, c'est assez choquant parce que c'est drôle dans l'absurdité, mais en même temps, ça dit quelque chose de très vrai. C'est qu'il y a des gens qui, même malades ou épuisés, vont quand même penser à leurs obligations plutôt qu'à eux-mêmes. En fait, c'est finalement la logique du travail avant tout, même quand le corps, il va hurler stop, en fait. J'allais dire, il va te hurler que stop, mais je ne sais pas si ça se dit. Et c'est ça qui m'a marqué dès le début, c'est que ce roman, il parle de déconnexion à soi, d'aliénation. Il parle d'un monde où tu vaux seulement si tu produis quelque chose pour autrui. Et ça va même encore plus loin parce que Kafka montre aussi comment les proches réagissent quand tu changes et quand tu n'es plus celui qui soutient tout le monde, quand tu deviens inutile, entre guillemets, quand il ne reste plus que toi, ta personnalité, ce que tu es, et plus seulement ce que tu apportes. Et c'est là quand même que ça se complique. Honnêtement, ce qui m'a glacé, vraiment, ce qui m'a vraiment attrapé personnellement, c'est pas les grandes scènes, mais c'est vraiment dans les petits détails. Tu vois, c'est un bruit qu'on lui reproche. Le mec se transforme quand même en blatte du jour au lendemain, mais on va lui reprocher si jamais il fait un bruit. Alors que de base, il reste planqué sous son canapé, il ne demande rien, il est là à se morfondre d'une certaine manière de son côté. Mais s'il a le malheur de faire un bruit, ça va agacer sa famille. C'est choquant. Sa chambre, en fait, qui cesse d'être une chambre, en fait, et qui devient un endroit où on entasse des affaires comme si il n'existait plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du poids de cette image. Il est encore à l'intérieur, sa famille sait qu'il est encore à l'intérieur, pourtant sa chambre devient un placard. Et franchement, cette scène, elle fait ultra mal parce que c'est comme si on disait, on ne te voit plus comme une personne. Tu es inutile, donc on fait comme si tu n'étais pas là et on ne te prend plus en considération. Mais en fait, derrière l'absurde et les insectes, la métamorphose, à mon sens, parle de rejet, d'exclusion, aussi du domaine du travail et d'amour conditionnel, pas inconditionnel, bien d'amour conditionnel. Et franchement, utiliser le mot amour pour ce qu'on voit dans ce livre concernant la famille de Grégor, je crois qu'il s'appelle, celui qui se transforme en énorme blatte, c'est déjà travestir le sens du mot amour. Ce que Kafka il nous montre, en fait, c'est le reflet ultra cruel d'un lien intéressé. Ta valeur ne tient pas à qui tu es, mais à ce que tu apportes. Et ça m'a
tellement marqué parce que ça résonne, mais tellement au-delà de ce petit livre parce qu'il est tout petit. Ça peut résonner en chacun de nous. Ça arrive tellement souvent que à partir du moment où tu n'as plus de plus-value, que tu n'apportes plus vraiment, que tu ne combles plus vraiment quelque chose chez l'autre, alors tu es dénué d'intérêt. Et ça, rassurez-vous tout de suite. Alors, ouais, c'est désagréable quand ça arrive, mais croyez-moi, c'est une chance parce que ça dégage les personnes qui doivent dégager. Je vous le dis, clair, net et précis, on ne prend pas de pincettes, voilà, ça dégage les personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie. Et ne perdez pas votre temps avec ce type de personnes. Ils ne vont rien vous apporter. Si vous restez avec ce type de personnes, ce qu'il va se produire, c'est que vous allez vouloir prouver votre valeur. Prouver que vous méritez la bienveillance, prouver que vous méritez l'amour de cette personne. Mais cette personne, si elle n'a pas été en capacité initialement à voir votre valeur, elle ne doit pas la recevoir. Elle ne doit pas recevoir votre temps, elle ne doit pas recevoir votre amour, elle ne doit pas recevoir votre énergie. Il n'y a rien de plus qui vous fera souffrir que le fait de savoir de manière inconsciente que vous êtes face à quelqu'un devant qui vous devez prouver que vous avez le droit d'exister, prouver que vous avez une valeur. C'est bien simple, une personne qui vous aimera profondément pour ce que vous êtes, vous n'aurez rien besoin de lui apporter. Vous vous contenterez d'être vous-même. Oui, mais il m'a dit ça comme ça, oui, mais son regard était comme ça. Basez-vous sur votre instinct. Et votre corps, ne vous inquiétez pas, il sera le premier aussi à capter une forme de dissonance. Vous aurez mal au ventre, vous aurez mal à la tête, vous aurez peut-être plus de crises d'angoisse que d'habitude, ou peut-être des crises d'angoisse alors que vous n'en faites pas, vous serez peut-être drainé, fatigué. Faites attention aux signaux physiques, en plus de votre instinct. Vous méritez quelqu'un qui vous voit, vous méritez quelqu'un qui vous entend. D'ailleurs, je vais vous partager quelque chose que j'ai entendu, je sais plus où. Qu'on sait qu'on est en présence de quelqu'un qui nous élève, qui nourrit notre âme, notre esprit, et cetera, donc quelqu'un qui est bon pour nous, lorsque, en sa présence, notre esprit est plus clair. On trouve plus facilement ses mots, on a plus d'idées, on est plus créatif. Et je vous parle pas, de la passion des débuts quand on est un peu, surexcité si je puis dire, les papillons dans le ventre. Et d'ailleurs, soit dit en passant, les papillons dans le ventre, c'est pas un bon signe parce que ça signifie que le corps, il est en train de vous dire: «Ouh là! Ouh là! Ouh là, attends, je suis pas sûre là, la personne en face, je suis pas sûre». Quand votre corps commence à parler, attention. Bon après évidemment, je vais pas la jouer gourou, il y aura nécessairement des nuances, entre les histoires de vie et cetera et puis même, votre état de santé de manière générale qui peut aussi influencer. Mais attention tout de même aux signaux de votre corps. Et lorsque vous êtes en présence de quelqu'un qui est bon pour vous, vos idées seront plus claires et de manière générale, vous serez mieux. Vous méritez quelqu'un qui vous apporte la paix. Et je sais, oui, qu'il y a beaucoup de personnes qui auront tendance à s'accrocher à des relations en se disant que l'autre personne n'est pas nécessairement toxique. Et je le comprends parce que oui, sans tomber dans le cliché, on peut en fait ne pas être heureux avec quelqu'un malgré le fait que la personne ne soit pas toxique. C'est simplement que vous êtes deux personnes qui n'êtes pas en capacité de vous rendre heureux. Et des fois, il faut l'accepter parce qu'en fait, ne pas l'accepter, c'est continuer de tendre en fait cette corde qui va finir par nous blesser les mains et surtout faire perdre, notre temps, quoi. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être aussi, difficile parce que, il peut y avoir aussi, une peur de l'abandon, une peur, d'être seul et ça s'entend totalement. Mais j'ai envie de vous dire une chose, qu'est-ce qui est le pire entre être seul un temps et se retrouver ou être en couple avec quelqu'un avec qui vous vous perdez? Avec qui vous perdez cette essence. Parce que oui, être avec quelqu'un avec qui on ne s'épanouit pas, ça nous rabougrit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous allez vous ternir aussi bien physiquement, psychiquement qu'énergétiquement. La solitude n'est pas une fin en soi, c'est littéralement le meilleur moyen de se retrouver et surtout, écoutez-moi bien et retenez ça. C'est surtout le moyen à long terme d'attirer les personnes qui vous nourriront véritablement. Et une chose importante, ne prenez pas pour argent comptant et comme vérité absolue ce que certains proches pourraient vous dire comme «Ah mais toi je sais que t'es comme ça, mais je te connais comme si je t'avais fait, je sais que toi tu es...» Non, tu ne sais pas. Les gens sont en mouvement
Et non, ces personnes-là ne vous connaissent pas mieux que vous ne vous connaissez. Vous savez, en psychologie, on dit même qu'un patient ne se connaît même pas à 100% lui-même. Alors comment le psy et comment quelqu'un d'autre pourrait vous connaître vous-même à 100%? C'est impossible. Une personne qui va vous dire: «Toi, tu es comme ça», il projette sur vous. Ça ne veut pas dire qu'il a entièrement tort sur tout parce que peut-être, qu'il a raison sur certains points. Si, vous avez pour habitude de, faire tomber des choses, bon, bah, il peut vous dire qu'il a remarqué que vous étiez maladroit. Il a pas entièrement tort. Je suis la première à être maladroite, par exemple. Mais ça, encore une fois, c'est à vous de l'évaluer. Et je vais vous donner un exemple. Vous voyez, il y a beaucoup de psy, de beaucoup d'obédiences différentes. Il y a des psychologues humanistes, il y a des psychanalystes, il y a des psychologues, comportementaux ou cognitivistes, si vous préférez. Et déjà, avec ce panel de psychologues, si on les réunissait autour d'une table pour parler d'un patient, beaucoup auraient certainement des avis différents. Chacun apporterait sa pierre à l'édifice, son regard subjectif et son regard professionnel qui est influencé par son obédience, vous voyez. Mais donc là, dans le tas, il n'y en a pas un qui a raison, il y a différents points de vue. Et c'est là que je veux vous amener. Il y a beaucoup de nuances. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de nuances, beaucoup d'avis subjectifs qu'on ne peut pas décider: «Ah, je suis tel genre de personne parce qu'on m'a toujours dit ça». Oui, mais qui vous a dit ça? Est-ce que c'est votre créateur le tout-puissant, d'accord? Celui qui vous a dessiné, qui vous a dit ça? Ou est-ce que c'est un proche qui a une image de vous, qui vous a dit ça? Vous savez, même sous forme de bienveillance, on peut dire des choses qui n'ont pas nécessairement de sens. La projection et l'interprétation sont en fait des choses très humaines. Donc la personne qui va interpréter quelque chose de vous et avoir une image, quelconque de vous, n'est pas nécessairement malveillante quand elle vous dit ça. C'est simplement sa propre image. Après bien sûr, ça dépend sur quel ton, ça dépend également ce qu'elle vous dit, hein, évidemment, parce qu'il y en a qui se font un malin plaisir de piquer les autres. Et surtout aussi pour vos décisions. Alors, c'est très bien de demander des avis autour de vous, mais concernant une décision dans votre vie, dans votre couple, dans votre amitié, cercle familial, etc., obtenir des avis autour, c'est bien, mais la décision vous reviendra. Toujours est-il que j'aimerais que tu te poses une question. Est-ce que cette relation t'épanouit? Et surtout, attention, réponds-moi le premier truc qui te vient à l'esprit. Fais-le là en écoutant. La première chose qui te vient à l'esprit, c'est ton instinct qui parle. La deuxième, ce sera ta raison. Et ce sera toute l'illusion que tu voudras créer autour. Parce que oui, on peut être souvent dans des relations d'illusion. On peut être dans des relations où on va nous-mêmes projeter quelque chose sur une personne, projeter un idéal, projeter quelque chose, un potentiel en fait, quelque chose qu'on aimerait voir chez cette personne. Donc, la personne, elle aura beau avoir tel ou tel comportement qu'on ne va pas apprécier, on va essayer de le rationaliser. On va se dire oui, mais peut-être qu'il ou elle a fait ça parce que. Parce que quoi? Parce que cette personne est comme ça. On n'est ni plus ni moins responsable de ses paroles et de ses actes. Si cette personne a eu des paroles déplacées, si cette personne a eu des actes déplacés, d'accord, ça la représente à cet instant T. Ça ne la représente pas nécessairement dans 10 ans, mais ça la représente à cet instant T. Et attention, je te vois arriver, ne commence pas à vouloir faire la psy, ne commence pas à vouloir faire le médecin. Tu n'es pas là pour être le médecin ou la psy de quelqu'un. Tu vas t'éteindre, c'est tout ce que tu vas gagner. Et pourquoi tu vas t'éteindre? Parce que tu vas offrir tout simplement ton énergie à cette personne. Et toi, tu ne vas rien gagner en retour. Peut-être que tu vas gagner le fait que oui, tu vas recevoir des messages. Peut-être que tu vas faire des dates avec cette personne, peut-être des projets avec cette personne. Mais dans le fond, est-ce que tu es heureuse avec cette personne? Est-ce que cette personne éclaircit ton esprit au-delà de combler un manque? Et Alice Meyer, dans l'un de ses livres où elle parle du corps qui parle justement à notre place, parce qu'il sait avant nous, c'est un peu comme notre instinct finalement, c'est une boussole le corps. Et en fait, elle expliquait que le corps, moins tu l'écouteras, plus il criera. Et très souvent, ça va passer par exemple, des maladies auto-immunes, de l'eczéma, des douleurs, un manque d'appétit, un manque d'intérêt pour les choses qui te plaisaient avant, une fatigue chronique qui s'installe, peut-être des carences.
ton corps fera tout pour que tu l'écoutes. Et étrangement, la suite lui donnera raison. Croyez-moi, il n'y a pas meilleure boussole pour votre bien-être que vous-même. Et d'ailleurs, je vais vous dire un secret que j'ai appris durant mes études. Les psys, en tout cas les bons psys, savent pertinemment qu'ils apprendront de vous. Ils savent pertinemment que seul vous avez les clés de vos propres ressources. Le psy, il est là pour traverser le champ de votre psychisme à vos côtés. Il est là pour vous prendre par la main et vous dire: «Maintenant, je suis avec toi, mais on va aller regarder ce qui se passe en toi». Et seul ce qui se passe en toi pourra nous dire à nous deux et nous faire découvrir ce qu'on peut faire. Mais ça, je ne le sais pas par avance. Et ça, c'est d'ailleurs un point très fort et même central de la maïeutique de Socrate, qui en fait passe son temps à poser des questions, approfondir encore et encore auprès des personnes parce que ce sont les personnes qui détiennent leur propre savoir, qui connaissent déjà finalement les réponses à leurs questions. Et ça, Socrate, il en avait une totale conscience. Personne ne vous connaîtra jamais mieux que vous-même. Et surtout, ne vous en voulez pas de faire des erreurs. Ne vous en voulez pas d'avoir été dans telle ou telle relation, d'avoir été telle ou telle personne à un moment donné. À un moment, tout le monde fait des conneries. Ce qui compte, c'est d'être en capacité de se remettre en question, de prendre du recul, de faire une mise au point et de se dire: ok, là j'ai merdé. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de reproduire ça? Et ça s'appelle avoir une introspection que peu de personnes ont, croyez-moi. Et c'est ce qui fera aussi de vous des personnes solides. Et quand je vous dis solide, je ne parle pas de personnes qui n'ont pas d'émotion, je vous parle bien de personnes qui ont un regard sur eux-mêmes. Et parce qu'ils ont un regard sur eux-mêmes, ils sont capables d'avoir un regard plus serein et plus ouvert sur le monde et sur les gens. Et pas nécessairement masqué par tout un tas de projections, tout un tas d'interprétations. Être quelqu'un qui est capable de remettre les choses en perspective, de se dire: ok, il y a de la nuance. Telle personne me dit ça sur moi, telle personne me dit ça de mon comportement, peut-être qu'elle a tort, peut-être qu'elle a raison. Pourquoi elle a tort, pourquoi elle a raison? Et si elle a raison dans ces cas-là, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Et pour en revenir à la métamorphose de Kafka, j'aimerais conclure véritablement en vous disant: ne vous perdez pas dans des relations où vous n'êtes pas vu, ou alors que vous êtes vu simplement parce que vous donnez quelque chose. Et s'il vous plaît, pardonnez-vous. Pardonnez-vous d'avoir fait des erreurs, pardonnez-vous d'avoir merdé, pardonnez-vous de ne même pas vous être écouté à des moments. On a trop tendance à ressasser, à se dire: mais comment ça se fait que j'ai pas vu, mais comment ça se fait que je me suis pas rendu compte, mais comment ça se fait? Ça arrive à tout le monde. Personne n'est épargné. On est tous logés à la même enseigne lorsqu'il s'agit d'émotions, que ce soit encore une fois du lien familial, amical ou amoureux. Il y a le biais émotionnel qui est très fort. On veut voir ce qu'on a envie de voir la plupart du temps et on cherche à rationaliser. Et il n'y a rien de plus malheureusement humain. Et là où on peut seulement agir, c'est pas en se fouettant le dos en permanence, en se disant: mais comment ça se fait que j'ai pas vu, mais ceci, mais cela. C'est en se disant: ok, qu'est-ce que ça va m'apprendre maintenant? Qu'est-ce que je vais accepter? Qu'est-ce que je vais refuser? Qu'est-ce que ça m'apprend de moi? Et ça, en psychologie, ça va s'appeler la sublimation. Et la sublimation, ça va être quoi? Ça va être, je vais inventer un exemple, quelqu'un se fait mettre un couteau dans le dos et la tristesse, la solitude immense de cette personne va se transformer en art. Pour se réconforter, la personne va se lancer dans le dessin, par exemple, et va créer peut-être son futur métier. Va retrouver peut-être ce don qui lui échappait jusqu'à présent. La personne va peut-être se découvrir une passion pour ça, une passion pour l'art. Ou peut-être que ce vif sentiment de solitude va te donner envie d'aider les autres. Et donc, à partir de ce moment qui était extrêmement orageux pour toi, tu vas disperser du bien-être autour de toi. C'est de la sublimation. Pour le voir en image, c'est la sublimation, mais on pourrait parler aussi clairement de résilience. Je vous conseille de regarder L'Oiseau de feu de Fantasia 2000 sur YouTube. C'est le concept même de la résilience. D'ailleurs, concernant la résilience, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik a beaucoup travaillé dessus. C'est un pionnier dans ce domaine-ci. Il parle souvent d'une image que je trouve très parlante, qui est l'image d'une forêt qui a été dévastée par les flammes. Mais des cendres et de ce qu'il vient de se produire va naître quelque chose. Ce quelque chose sera beau, ce quelque chose sera plus résistant et ce quelque chose sera différent. Ne vous accrochez surtout pas au passé, ne vous accrochez pas à la version de vous que vous étiez avant, ça ne sert à rien.
Et croyez-moi, si vous continuez sur ce chemin d'introspection, vous deviendrez une personne encore meilleure que celle que vous étiez avant. Et lorsque vous regarderez en arrière, vous vous direz: «Ah ouais, ça n'avait rien à voir. C'est tellement mieux aujourd'hui». Faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct, entourez-vous des bonnes personnes, même si je sais que c'est facile à dire, mais croyez-moi, rien que la solitude, ça vous aidera de ce côté-là. Parce que vous avez le droit de ne pas accepter des personnes qui ne vous méritent pas dans cette vie. Cette vie, c'est la vôtre, prenez-en soin. Vous méritez le bonheur comme tout le monde. Et si quelqu'un vous a dit le contraire, alors cette personne, je vous le dis, elle est médiocre. Et il faut être extrêmement malheureux pour dire ce genre de choses à quelqu'un. Ne laissez jamais quiconque vous laisser croire que vous êtes incapable ou que vous êtes ce qu'on dit de vous. Vous n'êtes que ce que vous êtes et ce que vous faites. Comme je vous l'ai dit, pour un seul patient, 4 psys de 4 obédiences différentes auront un regard différent et des avis différents. Et si, comme Grégor, vous vous sentez comme un poids pour des personnes lorsque vous n'apportez plus rien, lorsque vous ne soutenez plus finalement cette personne, alors sachez que votre place n'est plus aux côtés de cette personne. Quelqu'un qui vous aime profondément, il ne vous demande rien. En tout cas, si vous avez déjà lu ce livre, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, en message privé, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, Apple, etc. Ça me fait toujours plaisir et je me sens moins seule à parler. En tout cas, je vous souhaite de très belles lectures, une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit et on se retrouve bientôt.